Conception de Karl Marx. Alors, le point de départ de Marx est l'analyse de la marchandise qui, dans la société capitaliste, se subdivise en valeurs d'usage et valeurs d'échange. La conception marxiste, la monnaie est une marchandise admise comme équivalent général de toutes les autres. La monnaie n'a pas la même signification quand elle est utilisée pour acheter du pain ou de la force du travail. Elle est un droit de consommation et s'échange contre les biens de valeur équivalente. Un droit d'appropriation sur la capacité de créer une valeur supérieure à elle-même. Alors, le capital suit en conséquence un cycle, d'accord? Argent A, marchandise M et argent A'. Intermédiaire des échanges. On ramène des multiples évaluations de chaque bien en termes de tous les autres à une évaluation. Unité de mesure des valeurs. Unité de compte réserve des valeurs. Alors, sans plus tarder, nous allons voir les fonctions de la monnaie. Très bien. La monnaie sert à séparer chaque transaction en deux parties. La monnaie attribue ainsi l'opportunité de transférer le pouvoir d'achat d'une période à une autre. Alors, la monnaie est une forme de richesse. Les agents économiques ont un comportement spécifique par rapport à la monnaie. La monnaie est une réserve de pouvoir d'achat. Alors, la réserve de valeur progresse en fonction de l'inflation. La fonction de réserve de valeur, la monnaie est une partie non dissociée du patrimoine des agents économiques. Alors, ensuite, les formes de la monnaie, nous avons la monnaie métallique. Les monnaies métalliques représentent des poids pesés, comptés, des poids pesés, comptés, frappés, fabriqués par des métaux qui sont soit l'argent ou l'or. On abandonne la correspondance entre la valeur réelle et la valeur, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, entre la valeur réelle et la valeur nominale. Alors, la deuxième forme de la monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie fiduciaire ou monnaie papier a un coût légal. Donc, fidus qui signifie confiance. Donc, c'est confier les fonds aux orfèvres contre des reçus. Donc, les orfèvres étaient des personnes qui s'occupent de la fabrication de l'or, de l'entretien et de la transformation de l'or. Voilà, donc une banque peut faire circuler des billets qu'elle n'encaisse. Voilà, donc ces billets-là, cette monnaie papier passe au travers de la banque. L'émission de la monnaie papier bénéficie de la garantie des pouvoirs publics. Voilà, donc ensuite nous avons la monnaie scripturale. Donc script qui signifie écriture. Donc la monnaie revêt la forme écrite sur les livres de la banque. La monnaie scripturale est l'ensemble des dépôts auprès des institutions financières. Voilà. Donc ensuite, nous avons une dernière forme de la monnaie qui est la monnaie numérique et virtuelle. La monnaie électronique est désignée comme une valeur monétaire qui est entreposée sous forme électronique. Alors, nous voyons dès à présent la mesure de la monnaie et les agrégats monétaires. D'abord, définition large. La masse monétaire, c'est quoi la masse monétaire? C'est l'ensemble des moyens de paiement détenus par les agents non financiers, leur permettant d'acquérir des biens et des services à un moment donné. Définition étroite de la masse monétaire. La masse monétaire est un moyen de paiement accepté par tous. Les autorités qui regroupent dans des rubriques homogènes, mesurables et contrôlables la monnaie et ses substituts proches en se basant sur différents critères. Alors le premier critère utilisé par les pouvoirs publics, le critère monétaire, donc qui distingue parmi les actifs ceux dont la proximité monétaire est la plus grande. Ensuite, le critère institutionnel qui privilégie dans la définition des agrégats la qualité de ou des gérants qui sont la banque centrale,
la banque commerciale, le trésor et les entreprises. Ensuite, nous avons un dernier critère, le critère financier, qui range les actifs selon leur degré de liquidité. Donc, la liquidité englobe deux caractéristiques. D'abord, la disponibilité, la sûreté nominale. La monnaie coût de transaction, nul rendement et nulle valeur nominale et constante. Représente la masse monétaire au sens étroit, recense les actifs liquides, divisibles, transférables, sans rendement et avec un coût de transaction qui est nul. Voilà, très bien. Donc ensuite, quels sont les agrégats, les différents agrégats? Il y a d'abord l'agrégat M1 qui est composé de l'agrégat M1 auquel s'ajoutent, bien sûr, des actifs liquides, non transférables et rapportant un rendement. Agrégat 2, M2, correspond à la masse monétaire au sens large, regroupe en plus de M2, bien évidemment, les autres actifs monétaires moins liquides avec des coûts de transaction significatifs, non transférables et ou non divisibles par et rapportant un rendement. Donc l'agrégat M3, agrégat de monnaie au sens de la BAM, la masse monétaire, bien sûr. Donc ensuite, nous avons les agrégats de placement liquide que nous allons voir. L'agrégat de placement liquide, formule d'épargne insuffisamment liquide. Voilà donc le placement 1 qui représente les titres d'OPCVM contractuels, plus les TNC, plus les bons du trésor, plus les BSF et les BT. Ensuite, la PL2, le placement liquide 2, est composé des OPCVM obligataires. Les OPCVM qui sont les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Ce sont les courts et moyens et long terme. Donc, les agrégats de placement liquide numéro 3 qui sont composés des OPCVM obligataires, des courts et long terme. Ensuite, la liquidité de l'économie est donc égale à M3 plus PL1 plus PL2 plus PL3. Voyons ensuite la position des secteurs économiques par rapport à la monnaie. Donc, qui détient la monnaie? Ce sont les secteurs émetteurs de la monnaie, la banque centrale plus les OPCVM. Ensuite, les secteurs détenteurs de la monnaie. Ensuite, les secteurs émetteurs neutres, la banque centrale. Ensuite, les agents non financiers. Les contreparties de la masse monétaire. Les créances, les devises, les créances des institutions de dépôt sur l'économie, des avoirs extérieurs, les créances sur les collectivités locales, les créances sur les autres sociétés financières, les créances sur les sociétés non financières publiques, ensuite les créances sur les autres sociétés non financières, créances sur les autres secteurs. Voyons maintenant la vitesse de la circulation de la monnaie. La VCM se définit comme étant le nombre de paiements qu'effectue la monnaie dans un temps donné, généralement une année. Une même quantité de monnaie servira au paiement d'un volume plus ou moins important de règlement selon l'équation des échanges proposée par Irving. Donc, M fois V égale à P fois T. Donc, M, c'est le stock de monnaie en circulation. P, le niveau général des prix. T, c'est le volume des transactions. Donc, le volume de circulation égale à P fois T divisé par M, le stock de monnaie en circulation. Donc, M fois V
égale à P fois Y, avec Y qui est égal à le revenu national réel. La vitesse revenu, V, est égale à P, le niveau général des prix, multiplié par Y, le revenu national réel, divisé par M, le stock de monnaie en circulation, où V est encore égal au PIB divisé par la monnaie. Donc pour une illustration, imaginons qu'il y a 10 milliards qui circulent dans l'économie, voilà, et la masse monétaire est égale donc à 10 milliards. Donc si la totalité de l'argent dépensé par les agents économiques, les ménages, les entreprises, etc., en une année est égale à 15 milliards. Donc selon cet exemple, la somme totale d'argent dépensé est supérieure à la masse monétaire disponible. Donc 15 milliards de dépenses contre 10 milliards. La masse monétaire. Il a donc fallu que chaque unité d'argent soit dépensée en moyenne plus d'une fois, ce qui est bien sûr logique. Donc il est facile de voir que chaque centime a circulé en moyenne 1,5 fois, bien évidemment. Donc la vitesse de circulation de la monnaie. Maintenant, nous allons voir quels sont les déterminants de la vitesse de la circulation de la monnaie. D'abord, l'organisation des paiements, la périodicité de la rémunération des facteurs de production, tels que les salaires, tels que le paiement des matières premières. Ensuite, les crédits entre agents non financiers, les innovations technologiques, les organisations de la production et des échanges. La VCM dépend de la longueur du circuit de l'économie, c'est-à-dire du nombre d'agents qui interviennent dans le processus de la production. Concentration d'entreprises contre la filialisation des activités. Donc, un autre aspect très essentiel, la création monétaire. Donc, la création monétaire implique un accroissement de la quantité de monnaie en circulation. Il y a création monétaire chaque fois qu'une institution financière habilitée à gérer les comptes à vue crédite ces comptes ensuite suite à un octroi de crédit ou achat de devises. Donc, la principale règle de la création monétaire, les prêts font les dépôts. Si on considère que les dépôts font les crédits, l'épargne préalable finance et permet l'investissement. Ensuite, la banque ne transforme pas les dépôts en crédit, elle transforme par le crédit les actifs non monétaires en dépôts, bien évidemment. Alors, le mouvement se fait non par des ressources vers les emplois, mais des emplois vers les ressources. Alors, l'investissement initial va créer une épargne qui lui est égale. Deuxième aspect très important, la création non monétaire. D'abord, on fait référence à la monnaie scripturale. Donc, les principaux traits caractéristiques de la création monétaire. Une nouvelle quantité de monnaie et non substitution d'une forme de monnaie à une autre. Ensuite, l'entrée de devises et le crédit interne, variation positive de la masse monétaire, bien sûr. Ensuite, nous avons un agent financier ne peut créer de la monnaie que si un agent non financier le lui demande. L'absence de demande alors limite la création monétaire. Et cinquièmement, un agent financier créateur de monnaie et un agent non financier donnent lieu à la création monétaire. Alors, seules les opérations mettant en jeu un secteur détenteur et un secteur émetteur, création définitive ou temporaire.